Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle manifestation du cercle WB, winebusiness.fr, en partenariat avec B2Business Radio. Notre conférence du jour est parrainée par l'Association française des parcs zoologiques et aquariums et elle a pour thème conservation de la biodiversité, bien-être animal, quels enjeux pour les parcs zoologiques. Pour en débattre, comme chaque mois, 4 experts mondialement reconnus, Rodolphe Delors, Martin Boy, François Gay. Et nous commençons par Rodolphe Delors, le président, le propriétaire également du zoo de Beauval et également président de l'Association française des parcs zoologiques et aquariums. Donc moi j'ai en effet plusieurs casquettes. Je suis président du zoo parc de Beauval, le parc qui héberge notamment les pandas, et les pandas qui ont été confiés par le président chinois au président Sarkozy, qui ont eu 3 bébés. Le zoo parc de Beauval, c'est 2 millions de visiteurs. Nous sommes dans les 6 ou 7 premières destinations de France, avec 2 millions de visiteurs, un chiffre d'affaires de 105 millions, et nous avons 1500 salariés, collaborateurs, parcs zoologiques et hôtellerie. Mais avant tout, si je fais ce métier depuis moi plus de 30 ans, Beauval a 42 ans, c'est avant tout parce que je suis un passionné des animaux, avant tout parce que j'aime les animaux au plus profond de mon cœur. Mais je suis parti un peu vite sur Beauval. Je vais vous parler aussi de ma deuxième casquette, qui est la présidence de l'Association nationale des parcs zoologiques français. Et les parcs zoologiques français de notre association, c'est un peu plus de 100 parcs et c'est 22 millions de visiteurs. Et les parcs zoologiques sont des établissements populaires qui attirent beaucoup de monde. Nous sommes des lieux de reconnexion à la biodiversité, des lieux de reconnexion à la nature. Nous sommes aussi des lieux de reconnexion à la nature, des lieux où les Français, où les urbains viennent parfois se reconnecter au monde sauvage. Les parcs zoologiques, il y a 4 missions. Et la première mission, c'est avant tout le bien-être animal, en premier. On a tendance, nous, les parcs zoologiques, à ne pas en parler suffisamment du bien-être animal, parce que pour nous, c'est une évidence. Si je fais ce métier depuis plus de 30 ans, je suis né dedans. C'est un parc Beauval que ma mère a ouvert il y a 42 ans, a créé il y a 42 ans. Si je fais ce métier, c'est avant tout parce que j'aime les animaux, comme mes collègues qui sont à ma gauche, comme mes quelques collègues qui sont devant moi, comme la plupart des parcs zoologiques. Donc, on recrée des environnements pour nos animaux, on recrée des milieux de vie et on leur apporte le mieux tout ce dont ils ont besoin pour être le plus heureux possible. Nos animaux sont tous nés dans des parcs zoologiques européens ou mondiaux depuis des générations et ils ne viennent pas du milieu naturel et ils sont gérés dans le cadre de programmes d'élevage internationaux, c'est-à-dire c'est extrêmement organisé, extrêmement structuré. Il y a un coordinateur par espèce européen qui gère la population de l'espèce qui gère. Je vous prends un exemple rapidement. Les gorilles, il y a un coordinateur hollandais qui gère la population des 295 ou 298 gorilles qui vivent dans les parcs zoologiques européens. Il y a un conseil d'administration pour ce programme avec un représentant pour chaque pays. Donc on suit la génétique. Et c'est ce coordinateur qui va organiser tous les échanges à travers tous les zoos européens afin d'assurer une diversité génétique suffisante sur de long terme. Donc nous sommes ainsi des conservatoires d'espèces, des conservatoires génétiques, où nous gardons des espèces, des patrimoines génétiques sur du long terme, pour pouvoir parfois participer à du renforcement dans la nature, renforcement de population ou réintroduction, parfois en milieu naturel. Donc les parcs zoologiques, je vous disais, sont des lieux de bien-être animal avant tout, où c'est vraiment notre raison d'être, des lieux de conservation ex situ, nous sommes des conservatoires génétiques, et nous sommes aussi des lieux de recherche scientifique, mais là, je ne vais pas m'étendre longtemps parce que c'est mon collègue Martin Boy qui est scientifique qui vous en parlera juste après. Par exemple, aux zoo de Beauval, nous avons plus de 50 programmes de recherche scientifique, toujours en lien avec des programmes de conservation in situ dans le milieu naturel.
Donc on nous demande une étude sur telle et telle espèce, études comportementales, études génétiques, voilà. Et toutes ces études sont faites en parc zoologique, toujours en lien avec les espèces sauvages. Mais Martin Boy reviendra sur ce sujet juste après. Ensuite, les parcs zoologiques sont les troisièmes financeurs de la conservation in situ à travers la planète, c'est-à-dire dans d'autres pays. Je considère que la conservation de la biodiversité devrait être la responsabilité des États, mais généralement, les États et le pouvoir public ne le font pas, ou pas suffisamment. Sous les programmes de conservation in situ qui fonctionnent, qui marchent, qui se développent, sont souvent financés par des organismes privés, par des ONG ou par des organismes privés comme les parcs zoologiques. Les parcs zoologiques dans le monde financent pour 350 millions de dollars chaque année de programmes de conservation un peu partout sur la planète. Je suis aussi à Beauvais, président de mon association de conservation de la biodiversité qui s'appelle Beauvais Nature, qui a cette année, en 2023, un budget de 3 millions d'euros pour cette année. C'était 2,3 millions l'année dernière, ce sera 3 millions cette année. L'objectif est de 5 millions d'ici 2 à 5 ans pour soutenir chaque année des programmes de conservation sur la planète. Alors, sur ce que nous finançons, nous coordonnons ou nous conseillons des programmes de conservation en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud par exemple, nous nous inscrivons sur du long terme. Et c'est un avantage énorme pour les programmes de conservation. Nous ne faisons pas one shot, une seule fois, nous finançons des programmes sur du long terme. Et je vais vous donner quelques exemples. Donc je vous disais, pour les parcs zoologiques du monde entier, c'est 350 millions de dollars chaque année. Et cet argent vient de nos visiteurs des parcs zoologiques qui nous aident à financer ces programmes de conservation lorsqu'ils viennent chez nous, lorsqu'ils sont sensibilisés à la cause animale chez nous dans nos parcs zoologiques. Je vais vous donner quelques exemples rapidement. Par exemple, je suis également président d'une association en Afrique qui s'appelle Help Congo. Peut-être que certains d'entre vous connaissent. Programme Help Congo qui a été créé par une Française extraordinaire qui s'appelle Ayed Jamar, qui a créé ce programme en 1989 dans une région d'Afrique à peu près 5 heures de Pointe-Noire, côté donc Brazzaville. Le gouvernement congolais lui avait attribué 3500 hectares, dont plusieurs îles entourées de boyaux, entourées de rivières. Et son idée au départ, c'était de réintroduire des chimpanzés orphelins, des chimpanzés victimes de braconnage dont les parents avaient été tués, des chimpanzés de zoos pourris africains. Parce que, attention, je ne vous l'ai pas dit, mais je ne défends pas tous les parcs zoologiques. Il y a des parcs zoologiques aujourd'hui qui doivent évoluer. Il y a des parcs zoologiques qui doivent fermer. Je vois devant moi notre députée présidente du groupe Bien-être Animal à l'Assemblée nationale, que je remercie de sa présence. Je vous félicite pour votre nomination. Je vois aussi mon ami Loïc Dombreval derrière. On en a parlé souvent. Je ne défends pas tous les parcs zoologiques. Loïc Dombreval, qui était président du groupe Bien-être Animal au précédent quinquennat à l'Assemblée nationale. Donc je ne défends pas tous les parcs zoologiques. Il y a des mauvais parcs zoologiques. Et il y avait notamment des très mauvais parcs zoologiques en Afrique, notamment au Congo, à Brazzaville. Et Ayed Jamar a fait fermer ce parc zoologique et a voulu réintroduire ces chimpanzés qui étaient en mauvais état dans ce parc. Et donc elle avait créé ce programme, donc au départ réintroduction de chimpanzés orphelins, de chimpanzés malheureux, mais aussi protection de la biodiversité, conservation, c'est une région incroyable, magnifique, conservation des forêts, des éléphants africains qui vivent dans cette région, des lamantins, des gorilles et de beaucoup d'autres espèces endémiques. Et donc Ayed Jamar était venu me voir il y a quelques années lors d'un colloque sur les grands singes au Sénat. Et il m'a dit, écoute, Rodolphe, il faut que tu viennes, il faut que tu reprennes mon programme. En effet, j'y suis allé et on a signé un accord, on a décidé de reprendre son programme. Donc nous sommes engagés sur du long terme à reprendre le programme Help Congo, donc les 3500 hectares. Nous avons là-bas 15 personnes, il y en aura une vingtaine d'ici à fin d'année, des Français et des Congolais. Nous finançons ce programme à hauteur de 500 à 700 000 euros par an. Et le programme, c'est continuer à réintroduire des chimpanzés orphelins victimes du braconnage,
conserver, protéger les espèces sur place, c'est-à-dire on a plusieurs étudiants qui vont travailler sur la conservation des hamantins qu'on pensait disparus et on les a redécouverts grâce à 2 techniques, les prélèvements d'ADN environnemental et en prélevant de haut, on arrive à savoir ce qu'il y a dans l'eau, et aussi par des décolocalisations qu'on a pu mettre en place grâce aux hamantins dans nos parcs zoologiques. Donc différents programmes de conservation, mais aussi beaucoup de programmes d'éducation dans les villages congolais, notamment de ce parc de Konkwati, parce que cette réserve est dans un parc national qui fait 550 000 hectares. Donc il y a des villageois qui ne savent même pas ce qu'est un chimpanzé ou un gorille. Eh bien, nos salariés, nos pédagogues travaillent dans ces villages avec les enfants, ils emmènent voir les chimpanzés, ils leur expliquent qu'il faut arrêter de tuer les chimpanzés pour les manger, mais il faut leur trouver d'autres solutions. Eh bien, les autres solutions, on est en train de les trouver avec eux. Notamment, on crée des potagers dans les villages pour qu'ils aient un revenu. On crée des ruches, ils cultivent du miel maintenant. On a créé une boulangerie dans un village justement pour qu'ils puissent subvenir à leurs besoins. Et on vient de lancer, lorsque j'y étais la dernière fois au mois de septembre, on vient de lancer un très gros projet, le projet péage propre. Dans cette réserve, on a 18 km de péage d'océan Atlantique couverte de plastique. On a 5 espèces de tortues, ce qui est incroyable, qui viennent pondre au milieu du plastique. Et bientôt, on a trouvé à Pointe-Noire une solution pour recycler le plastique. Et là, on a un chef de projet qui s'appelle Jean Parfait, qu'on a identifié dans un village, qui est un chef de village. Et avec aide de 3 villages qui sont financés par le projet, on est en train de nettoyer les péages et on continue de recycler ce plastique et d'entretenir ces péages sur du long terme. Et là, sur les 18 km en 5 mois, on en est à 7 km de péage totalement nettoyés. On va nettoyer 18 km et après on entretiendra. Ces 3 villages entiers qui vivent grâce à ce projet, eh bien, et à contrepartie, on leur dit: tu vas plus tuer les singes. Maintenant, on te paye pour ramasser les plastiques. Maintenant, tu vas plus tuer les singes. Et ça marche. Faut le suivre, faut le contrôler, mais ça marche. Quand on va donner des conseils dans un pays en voie de développement, on ne peut pas leur dire arrêtez de braconner, alors que nous-mêmes en France, on n'a pas été capable de sauver certaines espèces. Il faut leur amener des solutions pour qu'ils puissent subvenir à leurs besoins et qu'ils n'aient plus besoin de braconner et qu'ils deviennent eux-mêmes protecteurs de la nature. Et ils s'approprient ces programmes et maintenant c'est leur péage qui doit être propre. Et maintenant c'est leur forêt et c'est ce qu'on essaie de faire un peu partout dans le monde. Et souvent beaucoup ne savent pas ce que font les parcs zoologiques pour la biodiversité. Je pourrais vous dire, j'étais il y a un mois au Brésil, et après je passe la parole à mes collègues, j'étais il y a un mois au Brésil avec un Français qui vit depuis 20 ans là-bas, qui gère plusieurs programmes de conservation. Et on finance depuis des années un programme sur le tatou géant. Et il me dit, tu vois, le tatou géant, il disparaît dans l'indifférence la plus totale. Pourquoi? Tout le monde s'en fout, personne ne voit, il vit qu'à nuit, il sort qu'à nuit. Mais il me dit, si le tatou géant disparaît, il fait un terrier tous les 2 jours, et ensuite, le terrier du tatou géant est occupé par plus de 50 espèces. Si le tatou géant disparaît, qui est architecte de la savane du Pantanal, c'est 50 espèces derrière qui vont disparaître. Et ce programme tatou géant, alors qu'on n'a pas de tatou géant en parc zoologique, qu'on n'en aura jamais, est financé que par des parcs zoologiques. Deuxième programme très rapide que j'ai visité avec lui, c'était dans le Cerrado. Cerrado, 80% est en train d'être rasé, 20% seulement vont être préservés. Eh bien, il travaille pour faire en sorte, pour trouver des solutions pour que les fourmiliers géants ne soient plus tués par les voitures. Donc, en posant des colliers émetteurs, grâce aux techniques qu'on met en place, qu'on apprend dans les parcs zoologiques, on identifie, on sait maintenant pourquoi ils se font tuer, à quel moment. Ce sont les mâles qui se font tuer parce que quand ils sont à la recherche de femelles, on sait par où on passe, on sait comment ils passent. Et c'est 20% de la population dans le Cerrado qui est tuée chaque année par les voitures, entre la route qui est sur à peu près 1000 km. Eh bien aujourd'hui, on travaille avec les données qu'on a pu recueillir et expérience avec le gouvernement pour trouver des solutions pour que les fourmiliers ne soient plus tués par les voitures. Et un autre principal argument, c'est qu'à chaque collision, il y a un danger pour l'homme, il y a beaucoup de morts. Donc on peut éviter des blessés, on peut éviter des morts et on peut protéger le fourmilier. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Et encore une fois, ce programme fourmilier est financé que par des parcs zoologiques. J'aurais pu vous parler
Mais on pourra dans les questions, on en parlait avec madame la députée tout à l'heure, du problème trafic de brousse à l'aéroport T2 de Roissy, c'est une catastrophe. La viande de singe, de pangolin qui arrive tous les jours dans les bagages, c'est une catastrophe. D'ailleurs, nous serons très prochainement à 6h du matin à arriver des avions avec l'IUCN et un certain nombre de parlementaires parce que le gouvernement français doit s'emparer de ce sujet. Oui, qu'on en a souvent parlé, c'est absolument une catastrophe et ça pourrait être la prochaine pandémie. Et la viande de pangolin, de chauve-souris qui arrive en France tous les jours. Martin, un mot peut-être sur Planète Sauvage, hein, et ton métier aussi. Évidemment, tu étais le seul intello du plateau, d'un vrai scientifique. Merci pour le compliment, c'est pas très sympa pour mes collègues. Mais on les aime quand même. Oui, on les aime beaucoup. Merci à Rodolphe de me donner l'occasion de parler d'un sujet qui est la science, qui est un sujet, on entend un peu parler en ce moment, qui est en difficulté. Et oui, on s'est rendu compte que par exemple 45% des jeunes pensaient que les pyramides avaient été amenées par des extraterrestres, donc la science est vraiment importante. Après tout ce que nous a raconté Rodolphe, à chaque fois qu'il parle, il nous fait voyager, il nous emmène un peu partout dans le monde. Alors pas tout le temps pour raconter des bonnes nouvelles, mais en tout cas à la fin toujours pour donner un message d'espoir. La conservation, c'est essentiel. La biodiversité est en grand danger, elle est menacée. Et moi, je viens porter un message. En fait, il y a un des outils indispensables à la conservation, c'est qu'on ne protège bien que ce qu'on connaît bien. Et cette connaissance, c'est la science qui l'amène. Et nos structures, les parcs zoologiques, sont des réservoirs inépuisables de connaissances, de ces connaissances dont on a besoin pour mieux comprendre notre place dans le vivant et puis le rôle de chaque espèce dans la biodiversité. Mon boulot à Planète Sauvage, donc c'est un parc animalier qui est situé entre Nantes et Pornic, et que je vous encourage à visiter comme tous les parcs animaliers de mes collègues. J'y suis directeur scientifique. Et quand j'ai commencé, moi j'arrivais par des études scientifiques et j'avais des questions que je me posais sur certains animaux et je n'ai pu trouver des réponses que dans les parcs zoologiques parce que ça va donner un accès aux animaux qui est assez unique, privilégié, qui nous permet de les suivre sur le long terme. On va en parler un petit peu plus. Et donc j'ai commencé ma carrière comme ça. Et j'ai déjà côtoyé... j'ai plutôt été contaminé par le moteur qui nous est commun à tous, qui est la passion pour les animaux. Rodolphe en a parlé. On arrive toujours en avance au boulot, on part toujours en retard de nos boulots. C'est des métiers vraiment passion. Et j'arrive à Planète Sauvage, je monte le centre de recherche et ces recherches ne font qu'augmenter. On fait de la recherche, alors pour préciser, qui est essentiellement non invasive. C'est un choix de notre part et c'est aussi une obligation réglementaire, c'est-à-dire qu'on ne doit pas aller au-delà d'une aiguille, d'une insertion d'une aiguille. Donc nos recherches sont des recherches essentiellement liées à des méthodes d'observation. On va collecter des données sur le comportement des animaux. On va pouvoir avoir une recherche qui est plus opportuniste grâce à nos amis vétérinaires. Je ne suis pas vétérinaire, mais les vétérinaires vont pouvoir accéder à des prélèvements. Quand ils soignent un animal, ils vont pouvoir prélever quelques cellules. On a, la FDPZ, un accord avec un scientifique du muséum. On fait une banque de cellules cryogénisées qui permettent de répondre à beaucoup de questions sur énormément de thématiques. On n'aura pas le temps de les traverser. Mais voilà un peu le type de recherche. Dans des conditions optimales, j'en ai parlé, d'observation. On a des connaissances sur ces animaux, Rodolphe l'a dit. Ils sont nés dans nos établissements. Ils bougent d'un établissement à l'autre. On va essayer d'imiter la composition des groupes sociaux de ces différentes espèces, mais on les connaît depuis leur naissance. On les voit grandir, on les voit évoluer, on les voit former des couples pour les espèces qui forment des couples. Et donc on a vraiment cette capacité à observer dans la durée et dans des conditions formidables. Moi, mon modèle d'étude, le vilain mot, c'est essentiellement, je m'intéresse à plein d'espèces, mais c'est essentiellement les mammifères marins et je me suis beaucoup intéressé aux dauphins. Les données du terrain en mer sont essentielles, sont primordiales, mais elles sont très difficiles à obtenir. Il faut aller dans certains endroits du monde où la visibilité est bonne. Les données qui nous viennent sur la vie sociale des dauphins, elles viennent d'endroits comme l'Australie, elles viennent des Bahamas. Elles ne viennent pas, et je ne médis pas de la qualité des eaux de notre littoral, mais elles viennent peu de notre littoral parce que les conditions ne sont pas bonnes. Dans nos établissements, on va pouvoir compléter l'image, parfois même répondre à des questions, et souvent répondre à des questions qui se posent dans le milieu naturel, grâce à tous ces animaux qui nous sont confiés. Et puis la recherche,
il y a la recherche fondamentale et la recherche appliquée. La recherche fondamentale, le mot fondamental, il faut le prendre en double sens. Elle est fondamentale, elle est essentielle. Il faut qu'on accumule des connaissances. On ne sait pas forcément. Le chercheur, on rigole souvent sur le chercheur parce qu'il cherche, et on espère qu'un jour il trouvera. Et en fait, à chaque fois qu'on trouve quelque chose, ça ouvre encore à 10 000 autres questions. Et on affine notre connaissance comme ça, étape par étape. La recherche fondamentale, c'est les innovations de demain. On ne sait pas ce qu'on va découvrir, mais il ne faut pas arrêter la recherche fondamentale. Sinon, c'est dans 10 ans, 15 ans que ça se paye, et l'innovation s'effondre. Et ensuite, il y a la recherche appliquée sur la base de ces connaissances fondamentales. Et dans notre domaine à nous, la tendance qu'on voit se dessiner chez tous mes collègues, que ce soit en France, mais aussi en Europe et ailleurs, c'est d'appliquer en rendant les actions de conservation plus efficaces. Au fur et à mesure des découvertes, on s'est rendu compte que certaines actions menées sur le terrain n'avaient pas de sens, ne fonctionnaient pas. Et c'est grâce aux connaissances accumulées dans les parcs zoologiques qu'on peut être plus affûté, qu'on peut corriger le tir et qu'on peut être plus efficace dans la protection des animaux dans le milieu naturel. On voit le petit graphique. Alors les scientifiques, ils aiment bien mettre des graphiques partout. Là, c'est juste un petit graphique pour vous montrer les proportions de recherche en primatologie. Et on voit qu'en jaune, les zoos tiennent leur rang et contribuent très fortement. Je n'ai pas les données sur d'autres espèces, mais au-delà des primates, qu'on peut trouver aussi dans des universités, on va aussi proposer au monde de la recherche et aux scientifiques qu'il y a dans nos parcs un accès à une diversité incroyable. Pourquoi je travaille en parc zoologique ? Parce que je m'intéresse aux mammifères marins et aux dauphins. Je ne connais aucune université qui peut héberger dans des bonnes conditions ces espèces pour pouvoir les étudier. C'est un exemple. Alors, la recherche, un petit résumé. Je ne sais pas si vous êtes familier avec la démarche scientifique, mais dans les parcs zoologiques, on va pouvoir être confronté à des questions qui nous reviennent du terrain ou qui reviennent aussi de nos soigneurs animaliers. Il faut rendre hommage aux soigneurs animaliers qui passent leur journée à s'occuper de ces animaux. C'est des métiers passion, mais c'est des métiers durs. Et ils nous remontent des observations pleines de bon sens ou des questions. On va avoir un protocole. Ça, c'est le scientifique qui va définir un protocole. Donc, on le fait avec nos partenaires scientifiques. Ça peut être le CNRS, ça peut être à titre perso. Moi, je travaille, à titre Planète Sauvage, je travaille avec le laboratoire d'éthologie de l'Université de Rennes principalement, mais avec d'autres aussi. Ce protocole, il va permettre de formaliser cette question pour qu'on réponde vraiment bien à la question posée. Ensuite, on va avoir des observations, ça peut être des prélèvements. Et puis ensuite, toutes ces observations, on va les passer à la moulinette statistique pour savoir s'il y a des tendances qui se dégagent, qui font sens et qui sont pertinentes statistiquement. Ce n'est pas la partie la plus amusante de nos métiers, je ne vous le cache pas. Et ensuite, ça nous permet quand même de conclure et de partager ces connaissances. Ça, c'est très important à notre époque dans tous les domaines. Quand quelqu'un affirme quelque chose, vérifiez bien que c'est sourcé, que c'est publié et que c'est reconnu par les pairs. C'est-à-dire que nos travaux, on ne dit pas tout seul qu'ils sont super, fantastiques et autres. Ça passe à une moulinette. Vous avez des pairs en aveugle. Vous ne savez pas qui va évaluer votre travail, qui décide si votre travail est digne d'être publié ou non. C'est une collaboration que la FDPZ et Beauval a démarré avec un scientifique qui s'intéresse un petit peu à l'évolution des thématiques dans les parcs zoologiques en matière de recherche. Et on voit un petit peu sous forme de mots tous les thèmes qui peuvent être abordés. J'ai encore été appelé cet après-midi par un scientifique de l'INRA qui a découvert, c'est là où je vais perdre tout le monde, mais que le nœud lymphatique peuvent être construits différemment suivant les espèces. Et c'est une énigme scientifique, je ne savais pas, je ne connaissais pas, j'étais comme vous avant d'avoir parlé à cette personne. Et cette personne est venue me trouver en disant on aimerait pouvoir étudier ça chez le plus d'espèces possible pour comprendre comment au fil de l'évolution cette inversion est arrivée et à quoi elle sert. Et ça débouche sur plein d'applications en termes de santé, non seulement animale, mais aussi humaine. C'est-à-dire que cette nature qu'il faut absolument protéger, il faut la protéger aussi pour nous parce que c'est plein d'informations. Donc voilà tous les thèmes qu'on pourrait aborder. Sur les mammifères marins, vous aurez compris, c'est un petit peu ma marotte. On collabore en ce moment avec des collègues, notamment en Allemagne et au Danemark, à développer des petits dispositifs qui permettraient de rendre les filets plus visibles. Au sonar du dauphin, un filet, c'est un banc d'algues, ça passe. On a encore beaucoup de questions qui se posent. On n'a pas prétention à apporter la solution miracle ou à répondre chacun de notre côté à la question, mais c'est cette collaboration des scientifiques qui va permettre d'avancer. Ces filets, on a discuté avec beaucoup de pêcheurs, les dauphins rentrent,
mangent. Certains s'en sortent très bien, d'autres, d'un coup, meurent et on ne sait pas exactement pourquoi. Est-ce qu'ils paniquent? Est-ce qu'ils se noient? Il y a encore beaucoup de questions. En tout cas, visiblement, ces filets, ils ne les voient pas bien. On a traditionnellement poussé une solution qui était d'effaroucher en faisant du bruit, ce qu'on appelle les pingers. Ça pose d'autres problèmes. Ils s'habituent, ça peut aussi leur signaler qu'il y a de la nourriture, donc ils viennent encore plus nombreux. Ça peut, quand ce n'est pas déployé correctement et qu'il y a certains pingers qui sont défectueux, provoquer plus de captures que quand il n'y a pas de pingers. Et surtout, ça repousse les animaux des territoires où ils peuvent se nourrir. C'est bien qu'on fournisse du poisson à la population humaine, mais il faut laisser sa part aussi à la faune sauvage qui a besoin de nourriture pour subsister. Cette solution qu'on essaye de développer et qu'on teste, tout simplement, on va poser la question aux animaux en parc zoologique. Quel est le déflecteur de sonar? Si vous voulez plus d'infos, revenez vers moi, je serai ravi d'y répondre. Mais quel est le déflecteur de sonar qui est le plus visible à votre sonar? On sélectionne les meilleurs candidats, on gagne des années, pour pouvoir ensuite tester à grande échelle, en milieu naturel, avec des outils qui sont plus précis. Ce sont 2 exemples parmi, et je ne vous mens pas, des milliers au sujet de la recherche. Je voudrais conclure sur le thème du bien-être animal. Le bien-être animal, c'est quelque chose qui peut s'évaluer objectivement. On va tous avoir un avis sur le bien-être animal, c'est presque un terme galvaudé. On oublie souvent de poser la question du bien-être animal au principal concerné, c'est-à-dire à l'animal. Et comment on le fait? En l'observant, en regardant les comportements qu'il exprime, en étant aidé de nos amis vétérinaires qui peuvent dire si l'animal est en bonne santé ou en mauvaise santé. Et donc, grâce à cet outil scientifique, là, on développe, à Planète Sauvage, on a développé un outil d'évaluation objective du bien-être. On est capable, sur la base de 30 critères, d'avoir des indications sur tel individu, comment il va, et est-ce qu'il faut mettre en place des mesures correctives. Ça va être les espérances de vie, ça va être le comportement, la diversité des comportements. Enfin, il y a beaucoup comme ça de comportements, espèce par espèce. Le bien-être animal, il faut vraiment retenir ça, ça s'évalue de façon objective et scientifique. On a le droit d'avoir l'avis qu'on veut, mais il ne faut pas parler à la place des animaux, parce que si on base cette réflexion sur le bien-être animal sur de l'idéologie, on va créer plus de catastrophes pour les animaux que leur apporter une amélioration du bien-être. Voilà un petit panorama très bien, Martin. Très rapide. Merci bien, Martin. François, donc un mot d'abord sur le bioparc de Douai et celui des Sables d'Olonne, puis après on attaque sur la problématique qui a déjà bien été effleurée. Très bien. Eh bien, bonsoir à tous. Je souhaite partager avec vous un témoignage, reflet de ma vie professionnelle et des valeurs qui me portent. Je me souviens de mon enfance, vivant au cœur de l'entreprise familiale. Bercé par le chant territorial des gibbons, d'ibis ou de grues, les vocalises bruyantes des perroquets, le rugissement magistral et ténébreux des lions. Comme j'y dormais bien. Et le jour, l'aventure commençait littéralement à ma porte. J'ai cette chance d'avoir eu comme grand-père Louis, un homme qui a décidé de rompre avec la tradition familiale, ça arrive, celle des restaurateurs cafetiers aveyronnais. C'est un beau métier, ça. C'est un beau métier. Oui, il y a beaucoup de liquide, c'est très bien. Oui. Pour emprunter un chemin plus qu'insolite, ouvrir un parc zoologique en 1961. Un des tout premiers parcs privés français, le zoo de Douai-la-Fontaine, perdu au fond d'un trou, en Anjou, entre Saumur et Angers. Et je vous parlerai de ce trou dans quelques minutes. Donc mon grand-père a ressenti le besoin de se connecter à la nature. Il s'est alors engagé pour l'accueil d'animaux issus de tous horizons. À l'époque, le zoo ressemblait à une simple ménagerie, accueillant des animaux domestiques abandonnés, la faune locale blessée et quelques animaux exotiques déposés par des cirques ou par des Français qui revenaient des colonies avec des reptiles ou des primates devenant trop encombrants. Une dizaine d'années plus tard, Pierre Gay, mon père, ce héros, rejoint l'entreprise, un naturaliste autodidacte qui n'eut pas la chance de choisir sa voie professionnelle, lui. Rattrapé au vol par mon grand-père pendant ses études, par l'arrière du pantalon. Et je dois dire qu'il y est resté pour le plus grand bien de notre zoo et de la profession. Ce jeune homme de 20 ans, contrarié, ne se voyait pas passer sa vie de façon simpliste comme gardien de zoo. Il recherche alors à donner du sens à sa vie, engager le zoo au-delà de ses frontières pour participer à la préservation de la biodiversité. Le parc zoologique intègre dans les années 80 l'Association européenne des zoos et des aquariums. Dès lors, il se concentre sur l'accueil d'espèces menacées,
en participant au programme d'élevage européen. Aux zoos de Douai, c'est aussi une révolution verte qui s'opère avec un objectif, présenter les animaux dans un espace qui leur permette d'exprimer leur comportement naturel. C'est la base. Immerger les animaux et nos visiteurs dans un cadre très végétalisé, où la nature s'épanouit pour le bien-être du vivant. 1980, une opportunité, un premier projet de réintroduction, le premier projet de réintroduction a lieu en France sur les terres de ses parents, en Aveyron, l'Aubaine, exactement dans les gorges de la Jonte, avec donc la réintroduction de vautours initiée par la Ligue de protection des oiseaux. À l'époque, l'association s'appelait le Fonds d'intervention pour les rapaces. Et donc ces assos ont fusionné en partenariat donc, avec un monsieur qui vient de nous quitter cette semaine, Jean-François Terrasse. Donc mon père comprend dès le début des années 80 que pour sauver les animaux dans leur région d'origine, il est indispensable de prendre en considération les besoins des communautés locales qui vivent à leur côté. Dès lors, le bioparc s'engage à soutenir des acteurs locaux et leur ONG pour tisser des liens durables entre les animaux que nous élevons et leurs cousins sauvages menacés. En 2001, pour les 40 ans du zoo, il décide de soutenir 40 projets de conservation sur la planète, nommés Projet Nature. De la protection des dernières girafes d'Afrique de l'Ouest au Niger, en passant par la forêt tropicale de Madagascar, avec ses lémuriens. D'ailleurs, mon père y est actuellement, il a pris l'avion ce matin. Aux forêts sèches de moyenne altitude au Pérou, avec ses ours à lunettes, jusqu'aux confins de l'Himalaya, où vit la fantomatique panthère des neiges. Des animaux menacés emblématiques comme porte-drapeau, des espèces dites parapluies, comme l'expliquait Rodolphe il y a quelques minutes, permettant indirectement la protection de la biodiversité associée à leur écosystème. Une faune et une flore souvent en danger. L'exemple de la girafe au Niger. En 2001, il restait moins de 50 individus. Grâce à nos actions et à notre soutien depuis plus de 20 ans, aujourd'hui, ces girafes, sans réintroduction, sont près de 1000 à vivre en totale liberté en Afrique. D'ailleurs, ce sont les seuls qui vivent en dehors de tout parc national, public ou privé, sur ce continent. Et ça, c'est grâce à l'association l'ASGN que nous soutenons depuis donc 2001. Donc les résultats de nos actions in situ dans la nature sont positifs et durables au profit des animaux et des hommes qui vivent à leur côté. Ça, c'est vraiment la leçon qu'il a retenue et qui porte ses fruits depuis des années. Je reviens désormais sur la situation de notre parc, que je qualifiais de façon caricaturale de trou perdu. Si mon grand-père a démarré son aventure avec tant de passion et d'énergie, si mon père a obéi à son paternel en dédiant sa vie entière au parc animalier, c'est en grande partie grâce à ses spécificités, une situation troglodytique. Car le zoo est niché au cœur d'anciennes carrières d'exploitation de calcaire. Une situation unique au monde, et ces carrières à ciel ouvert sont reliées par un réseau de tunnels qui confèrent au lieu une immersion hors norme. Le végétal, le minéral et l'eau souterraine sont les éléments constitutifs du parc animalier. Un environnement qui m'envoûte et m'attire depuis ma plus tendre enfance. En 2003, après les études artistiques et d'architecte paysagiste, je rejoins spontanément l'entreprise familiale pour 2 raisons. La première, travailler aux côtés de mon père, une personnalité engagée, inspirante, et la seconde, apporter à mon tour ma pierre à l'édifice dans ce site troglodytique foisonnant de vie. Depuis 20 ans, j'ai à cœur de concevoir, donner naissance à des espaces de vie, de découverte, propices aux rencontres entre l'homme et l'animal. C'est bien la clé, émerveiller pour mieux sensibiliser. En 2009, nous aménageons une carrière d'1 hectare pour donner naissance à la plus grande volière d'Europe, hébergeant plus de 500 oiseaux sud-américains, dont des colonies de perroquets multicolores, de flamants roses, d'ibis rouges ou encore des colonies de manchots. Et le public se retrouve plongé au cœur de cet espace multicolore, survolé par ces oiseaux. Peu après, en 2011, le zoo de Douai est rebaptisé Bioparc, littéralement le parc de la vie. Le bioparc, ce sont des aménagements XXL, dans un cadre naturel dédié au bien-être animal et au confort de nos publics. Le respect du vivant et de notre environnement, certifié ISO 14001 depuis plus de 10 ans, refuge LPO, membre du parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine, autant de normes et labels qui attestent de la qualité du site et de nos valeurs. J'ai le plaisir de diriger depuis plus de 20 ans une équipe composée d'une centaine de professionnels passionnés, venus au bioparc pour ces raisons. Ils sont fiers de pouvoir contribuer à la protection des espèces animales et sur la planète également par ces actions de conservation. Fiers de pouvoir partager
leur expérience et sensibiliser dans les meilleures conditions plus de 250 000 visiteurs chaque année. Lorsqu'un visiteur paye son ticket d'entrée, c'est 4% du montant qui est dédié au projet nature sur la planète. Donc environ 150 000 € chaque année. Et en parallèle, notre fonds de dotation Bioparc Conservation récolte 350 000 € avec les dons de visiteurs, de partenaires zoologiques et encore d'entreprises mécènes, soit un demi-million distribué à des ONG en 2023 pour une trentaine de projets à travers le monde. Les résultats de nos actions sont inestimables et renforcent notre motivation d'année en année. La question de l'utilité de notre parc zoologique hors de ses frontières ne s'oppose pas. Vivant au quotidien le fruit des bienfaits de notre engagement et de ces actions in situ, je peux vous témoigner ce soir que je suis fier de diriger une équipe, une entreprise aussi enracinée et en phase dans son époque, pour répondre aux missions qui sont les nôtres. Le bioparc, comme de nombreux zoos européens, s'engage activement pour le vivant. Selon 3 axes, 3 missions principales, nos parcs sont dédiés au bien-être de l'animal et des populations d'espèces menacées. Le deuxième point, c'est nous proposons un cadre de vie qui est respectueux de l'environnement pour une sensibilisation optimale de nos visiteurs. Et le troisième pilier, nous nous engageons pour la conservation de la biodiversité en milieu naturel. Donc pour conclure, je peux vous témoigner qu'aujourd'hui, la nature a besoin de l'homme. Les parcs zoologiques sont partie prenante de ce combat du quotidien. Voilà pourquoi chaque matin, je me lève avec enthousiasme. Et voilà pourquoi chaque soir, je me couche avec de nombreux nouveaux projets en tête. Je vous remercie pour votre attention. Bravo François, bravo. Chez toi, Rodolphe, et de façon générale dans les différents parcs ISO. De façon générale, les parcs zoologiques n'ont jamais été autant visités que ces dernières années. Oui. Notamment, on parle de plus en plus d'animaux, de plus en plus de bien-être animal. Donc, de ce fait, et après, pendant et après Covid, les Français avaient besoin de lieux naturels, de se reconnecter à la nature. Donc clairement, plus on parle de bien-être animal, plus on parle d'animaux, plus les parcs zoologiques sont visités. Mais à qui en tête, nos visiteurs sont aussi de plus en plus exigeants. Donc je pense que ce sont les bons parcs zoologiques qui sont visités en premier, parce que les visiteurs qui viennent nous voir veulent être garantis que l'animal est avant tout respecté dans l'établissement qu'ils visitent. Tu as combien de visiteurs, tu nous le rappelles, chaque année à Beauval ? 2 millions. 2 millions. Et toi, Martin, alors pareil, c'est avec le visitorat, les gens s'intéressent, ils viennent, ils font vivre les parcs également ? Je vais un peu répéter ce que dit Rodolphe. Effectivement, on a de plus en plus de visiteurs, rebond après la Covid. Mais effectivement, alors moi j'ai eu la chance de travailler aussi en Allemagne, dans les parcs zoologiques allemands. Et je vois qu'en France, en fait, les visiteurs sont de plus en plus soucieux effectivement du bien-être animal. Ils veulent être garantis que les animaux sont bien. Et ils le disent, hein, ils s'expriment. Maintenant, on peut s'exprimer sur les réseaux sociaux et tout, donc on le voit. Et on voit aussi qu'ils découvrent de plus en plus un travail de fond qui est fait par les zoos depuis très longtemps, mais qu'on a peut-être eu le tort de ne pas mettre assez en avant. Et tout ce dont on a parlé, la recherche, la conservation, les actions sur le terrain, c'est quelque chose, les gens commencent seulement à se rendre compte de l'utilité des parcs zoologiques et commencent aussi à devenir militants en venant visiter un zoo. On fait un acte de militantisme, on soutient les actions de conservation en visitant les parcs. Et ça, les gens le disent de plus en plus. Il y a combien de parcs en France, au total, et versus en Allemagne ? Il y a à peu près 300, le ministère recense à peu près 300 établissements qui présentent des animaux sauvages, mais pour moi, il n'y en a pas tant que ça. Nous, on a 101 parcs à notre association, et j'estime qu'on a pratiquement tous les parcs. Voilà. Mais on est très élitiste, on a exclu des parcs, on n'accepte pas tout le monde. Voilà. Donc sur les 101 parcs de notre association, il y a 22-23 millions de visiteurs chaque année. Donc un Français sur 3 visite un parc zoologique de notre association chaque année. En Allemagne, il y en a combien, Martin ? On a régulièrement, nous par exemple, des eggs, des visiteurs qui nous lèguent leur bien pour la conservation des espèces. Et ça, c'est vraiment nouveau. J'en ai à peu près un par an en ce moment, et on en a de plus en plus. Est-ce que tu as des immeubles dans le 8e arrondissement ou des 16e qui sont légués ? Parce que c'est... Non ?
Bon, pas encore. Martin, tu dis il y a combien de parcs en Allemagne pour, si on est à 300 J'ai en pas le France chiffre exact, mais les Néerlandais et les Allemands visitent plus les zoos que les Français. D'accord. Ce qui est un très bon signe pour nous, ça veut dire qu'il y a encore une belle marge de progression. François, ton avis sur le visitorat, pareil, tu sens qu'il y a une tendance à la hausse et qui vient on vient en famille, c'est toute la famille Oui, de Luc là, alors, qui vient Historiquement, oui, les familles, parents, enfants et grands-parents et enfants. Alors parfois, les parents, lorsque les enfants grandissent, on ne les voit plus pendant 20 ans, puis ils reviennent quand ils sont devenus grands-parents. Mais en fait, depuis, je pense, 10 ans, ça s'est vraiment, je vais dire, démocratisé. On a un public de toute origine sociale et de tous les âges. Moi, depuis quelques années, je vois des étudiants visiter le parc sans enfants, et c'est assez nouveau. Ouais. Si en effet la clientèle est plus importante encore en Allemagne ou en Hollande, c'est aussi parce que les zoos ont évolué plus tôt. En France, cette révolution, elle est assez récente, mais elle a eu lieu. Donc les zoos ont vraiment beaucoup évolué, mais ça a bougé années 80, voire 90. Combien ça coûte pour rentrer chez toi, François? Tu fais un tarif pour les très jeunes et les très vieux, ou c'est le même prix pour tout le monde? Non, il y a deux tarifs. Il y a un tarif plein et un tarif réduit pour les plus jeunes. Ça va de combien On est à 25 € pour le tarif 25 plein. €. Ouais. Et toi, Martin, tu as combien pour le... Bon. Il ne faut jamais demander des considérations financières à un directeur scientifique qui ne connaît rien. Alors, Rodolphe, Non, c'est 29 €. 29 €. Oui. Je crois que nous, on est à peu près dans les 38 pour une journée, mais on vend pratiquement que des billets 2 jours actuellement. De 2 jours, quoi. Donc, 2 jours, la Antoine, deuxième journée, 50% moins cher. Écoutez, nous, l'environnement, la conservation, la protection de l'environnement, c'est vraiment notre sujet. Et on a été, dans certains domaines, parfois précurseurs, notamment chez nous, à Beauval, je suis dans peut-être le 15 ou 16e en France à avoir créé mon usine à biogaz, usine à méthanisation. On s'est aperçu qu'on avait des déchets, des fumiers. Eh bien, on a créé notre propre usine à biogaz et on récupère ainsi des déchets dans les entreprises d'environnement, notamment agricoles. On fournit à la sortie du digesta qui est minéralisable directement après minéralisation par méthanisation. Donc on produit du gaz, on produit de l'électricité. On a mis en place depuis très longtemps tout ce qui est tri sélectif, recyclage des déchets. On a déjà une déchetterie, on est en train de, pour le 1er mars, on ouvrira un nouveau centre de tri où 80% de nos déchets seront entièrement recyclés à Beauval sur notre site. On n'utilise pas depuis très longtemps de produits phytosanitaires, etc. Et aussi on sensibilise. On a la chance d'avoir, je disais, 2 millions de visiteurs chez nous, et bien on sensibilise le public à que peut-on faire chez soi pour protéger la biodiversité et protéger l'environnement. On a la chance d'avoir beaucoup de monde qui passe dans notre établissement et ça nous permet de sensibiliser. Et aussi, de plus en plus, on est refuge LPO comme beaucoup de parcs. Et on a récemment, il y a 2 ans, racheté une cave, par exemple, qui fait 3 km de longueur, ancienne grotte à champignons, qui est juste à l'extérieur du parc, uniquement pour préserver les chauves-souris. On a 9 espèces de chauves-souris qui vivent et qui trouvent refuge dans cette cave. On a un biologiste français, un biologiste qu'on a embauché uniquement pour étudier la biodiversité locale et notamment les chauves-souris, et pour expliquer à notre public comment on peut protéger les chauves-souris dans son jardin. Aujourd'hui, on fait des bâtiments de béton et de verre, et bien tous les chauves-souris ou les oiseaux peuvent plus nicher. Il faut recréer des gîtes à chauves-souris. Je travaille avec Ami, je vois monsieur adjoint au maire d'Orléans, je travaille beaucoup avec le maire d'Orléans, avec la municipalité d'Orléans, d'ailleurs que je remercie la municipalité d'Orléans qui finance Beauval Nature et qui finance nos programmes en Afrique. Eh bien on conseille avec nos biologistes la municipalité d'Orléans pour comment, quand on isole un bâtiment, eh bien créer des refuges pour les chauves-souris. Ce sont des choses simples et qu'il faut faire. Voilà, donc on a beaucoup d'actions. Et dernier point, on est un certain nombre à avoir des centres de soins faune sauvage. Et bien chez nous, on est en train de créer le plus important en France, qu'on inaugurera ce printemps, un centre de soins faune sauvage. On aura 7 salariés à plein temps, dont 3 vétérinaires, uniquement pour sauver, pour soigner et pouvoir relâcher dans la nature les animaux blessés, qui sont tapés par les voitures, qui se prennent une ligne électrique ou qui se prennent du plan de chasse ou qui tombent du nid tout simplement. Voilà, donc des actions qu'on peut faire directement dans nos établissements, autour de nos établissements, dans nos complexes hôteliers par exemple, ou aussi de sensibilisation du public. Et je crois que c'est important. Martin ?
Oui, si la question c'est aussi comment les entreprises peuvent plus s'investir dans ces thématiques de préservation de la biodiversité, moi je peux que vous encourager à vous rapprocher du zoo du coin. J'espère qu'on vous a convaincu que dans ces zoos, vous trouvez des experts qui peuvent vous aider, que vous pouvez vous accompagner sur des thématiques de faune sauvage lointaine, mais aussi locale. On oublie souvent, ça a été longtemps oublié, la faune sauvage locale, et il y a des partenariats qui se créent entre entreprises et parcs zoologiques par le biais des associations qu'on anime, et où là, on peut garantir, on l'a vu dans la vidéo très bien, hein, des projets locaux qui fonctionnent à petite échelle, mais qui produisent de grands résultats pour la faune sauvage locale, par exemple. Alors vous êtes beaucoup chef d'entreprise, je vous le dis en passant, mais vous pouvez financer l'association Bioparc de Douai-à-Fontaine, son association Ousseille de Planète Sauvage, Ousseille de Beauvaille, et défiscaliser à hauteur de 60% jusqu'à 5 pour 1000 du chiffre d'affaires, etc., etc. Le système du mécénat, tout ça. C'est bien de le rappeler, Rodolphe. François ? Oui, pour compléter le propos, la nature est menacée un peu partout, et en tant que parc zoologique, on reçoit des compétences et des talents qui ont envie d'agir et d'œuvrer. Donc c'est vrai que nos équipes sont composées de professionnels qui ont des avis très éclairés. Donc il ne faut pas hésiter à nous contacter. Et en fait, c'est exponentiel ce développement. C'est-à-dire qu'on a de nombreuses missions d'intérêt général, mais il y a aussi une attente qui est forte de la population, des nouvelles générations. Donc dès qu'on met un doigt dedans dans l'engrenage, de toute façon, on est emporté. Donc je pense que moi je le fais avec beaucoup de passion parce que je suis tombé dedans et que j'ai eu la chance d'avoir cette entreprise familiale. Mais on voit des individus arriver et puis en un an se prendre complètement au jeu et découvrir ce monde qui nous permet d'ouvrir de nombreuses portes et de devenir acteurs pour la préservation de toutes ces espèces. Il ne faut pas oublier que l'homme est un animal. Il fait partie du règne animal. Et donc, de toute façon, tout ce qu'on va détruire dans la nature, on scie la branche sur laquelle on est assise. Donc, en fait, souvent, je dis pour provoquer et un peu pour calmer les cyniques, si ça ne vous intéresse pas les animaux, il faut quand même les protéger juste pour vous. Parce que sinon ça ne marchera pas. On a tendance à mettre l'homme un peu à part. Donc effectivement, l'homme, il est à part parce qu'il est sorti un peu de l'état de nature. On est un animal social, mais il y a beaucoup d'autres espèces sociales. On est un animal de culture, mais on commence à caractériser beaucoup d'autres espèces avec cette compétence culturelle, cette transmission d'informations de génération en génération par le mode de l'apprentissage. Donc on n'est pas un animal si différent des autres. Par contre, on a une capacité de nuisance, mais aussi, et je préfère ce côté-là, une capacité à trouver des solutions. L'humanité a rencontré tellement de problèmes, a su relever tellement de défis, que je n'arrive pas à me contraindre à penser qu'on ne trouvera pas de solution. Par contre, rien ne se fait en attendant que ça passe. Donc, si on ne fait rien, ce sera catastrophe. Par contre, si on prend nos responsabilités par rapport à tout ce qu'on a déjà bouleversé et qu'on paie notre dette à la nature, quelque part, moi, je suis plutôt optimiste. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais en gros, voilà. Rodolphe, qu'est-ce que tu en penses ? L'homme peut être un animal dangereux quand il joue sur les réseaux sociaux, par exemple ? Oui, mais l'homme a aussi beaucoup de ressources et la capacité de pouvoir faire beaucoup de choses. Donc voilà, je pense qu'on est en train de prendre conscience, déjà depuis pas mal d'années. Et je pense que la nature a aussi une capacité de résilience importante. Donc moi, je suis quelqu'un d'optimiste. Et je pense qu'on peut faire beaucoup pour préserver et rétablir une part de ce qu'on a détruit. François ? L'homme est capable du meilleur et du pire, on le sait. Et je pense qu'on s'en est aperçu pendant la crise du Covid, quand on a tous été isolés, on a perdu le lien social, on a perdu cette possibilité d'aller respirer, s'oxygéner à l'extérieur. C'était terriblement anxiogène. Donc non, en avant tous ensemble pour relever ces défis. Effectivement, on nous pose souvent cette question sur la valeur. Alors, par exemple, sur beaucoup d'espèces, sur le fonctionnement des sociétés animales, vous avez un pape en la matière qui est Frans de Waal, qui a montré beaucoup de choses sur l'empathie chez l'animal. Et ses travaux sont énormément basés sur des études faites en parc zoologique. Donc, dans une certaine limite, oui, dans une autre, non. Par exemple, je vais prendre à rebours la question polémique pour à mon tour provoquer. On n'étudiera jamais l'impact des polluants sur nos animaux.
parce qu'ils sont à l'abri. Ils sont utilisés dans ces études-là comme contrôle indemne des nuisances qu'ils retrouvent dans le milieu naturel. Donc, quelque part, parfois, dans nos structures, sur certaines choses, on trouve des animaux plus naturels, plus ressemblants à ce qu'étaient ces animaux avant que ce qu'on peut trouver dans le milieu naturel. Un exemple tout bête, les guépards sont plus consanguins dans la nature que dans nos structures. Parce qu'on a coupé, morcelé leur territoire dans le milieu naturel et que nous, on a fait attention à cette génétique, comme l'a expliqué Rodolphe. Donc en gros, on ne peut pas répondre à toutes les questions dans les parcs zoologiques, mais il y a beaucoup de questions qui trouvent réponse que dans les parcs zoologiques. Et entre les deux, il y a tout un curseur. Donc c'est l'aller-retour ex situ, in situ, c'est-à-dire sur le terrain et dans nos structures, qui permet d'avoir l'image globale. François ? Alors sur la question des activistes, c'est très intéressant, parce qu'en effet, elle se pose dans de nombreuses professions. Dès que cela touche. Tu as eu des problèmes, toi, par exemple, dans ton parc? Oui, ça m'est arrivé. Ça reste heureusement temporaire, mais en fait, c'est pareil. Où est le curseur? À la base, des gens sont sensibilisés à la question animale, et lorsque ces personnes tombent dans l'extrémisme, c'est aussi par manque de connaissances. Oui. Donc quand on peut échanger, parler avec ces personnes, c'est parfait. Est-ce qu'ils veulent essayer de comprendre ou pas? Est-ce que c'est une posture... Plus ils sont extrêmes, moins ils nous écoutent. Donc, et là, la communication n'est plus possible. Et là est le problème. D'autant plus qu'aujourd'hui, la communication, elle se fait où? Elle se fait sur ces smartphones que je n'ai pas pu lâcher pour vous parler tout à l'heure. Et avec les réseaux sociaux, et qu'est-ce qui marche dans l'information aujourd'hui, dans la communication? C'est une image, c'est un mot fort pour choquer, pour attirer, pour rendre dépendant... vous rendre dépendant à l'info et à ces nouvelles. Donc c'est très compliqué de rentrer dans le sujet, de pouvoir débattre quand on ne s'informe que par bribes, puisque une information en chasse une autre. On n'entend pas beaucoup les intellectuels, les philosophes depuis quelques années, et ça nous manque. Donc face à des personnes qui ont une idéologie, qui ont une position dogmatique, c'est très compliqué. Rodolphe, tu as eu des soucis toi ou pas à Beauval? Non, pas spécialement, mais moi j'aime les invités, déjà. Parce que souvent, ces gens-là ne changent pas de discours, pensent encore qu'on va capturer nos animaux dans la nature, qu'on les enferme dans des cages alors qu'on n'a pas vraiment de cages, etc. Ont des idées reçues. Certains acceptent de venir nous voir, d'autres non. Moi, je préfère y recevoir et leur expliquer ce qu'on fait. Et il y a un certain nombre d'associations qui aujourd'hui ont totalement compris et qui aujourd'hui travaillent avec nous. Et moi, j'aimerais travailler avec toutes ces associations pour une cause commune, la conservation de la biodiversité, pour améliorer le bien-être animal. Et je préfère travailler avec plutôt que contre. Et souvent, je demande à ces associations, mais je lui dis, tu fais quoi, toi, pour la biodiversité? Tu fais quoi pour les animaux? Ah ben non, rien, moi je suis lanceur d'alerte. Voilà. Alors que moi, j'aimerais qu'on travaille tous ensemble. On travaille tous les jours avec l'UICN, Union internationale pour la conservation de la nature, pour des causes communes comme la lutte contre le trafic de viande de brousse, qui est absolument catastrophique, et on n'en parle pas assez, via Roissy, avec l'aéroport T2 de Roissy. Chaque avion qui arrive d'Afrique de l'Ouest, dans chaque bagage, il y a de la viande, de chauve-souris, de pangolin, etc. Donc moi, je voudrais qu'on passe par des vrais sujets. Mais je les invite tous, par exemple, vous connaissez certainement le journaliste Hugo Clément, militant. Eh bien, j'ai appelé, on s'est parlé 10 fois au téléphone, j'ai invité à venir, il est venu, je suis allé chercher, il a passé une journée entière, on a échangé, on a discuté, on a visité les coulisses. Eh bien, sincèrement, pour moi, il est ressorti différent. Il a écrit 17 pages sur les parcs zoologiques dans son dernier livre, Un pain ne mange pas de carottes. Même aujourd'hui, s'il ne peut pas être pour, parce que il y a une certaine, voilà, il y a une autre vision de la nature et des animaux, mais très honnêtement, aujourd'hui, je pense qu'on échange. Bon, donc le dialogue est possible, Rodolphe. Le dialogue est avec possible. Certains, c'est ce que vous oui. dites tous les trois. Et moi, je souhaite dialoguer. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le bien-être des animaux, c'est la conservation, c'est la recherche, c'est à avancer. Et souvent, ces associations ne font rien. Moi, je les invite à venir avec nous en Afrique, en Argentine, au Brésil, voir ce qui se passe, voir des programmes de conservation, voir ce qu'on fait. Et surtout, visiter nos parcs, nos coulisses avec nous, parler avec nos biologistes, nos vétérinaires, nos scientifiques qui travaillent avec nous pour les animaux et qui sont amoureux de leurs animaux avec lesquels ils travaillent.
Écoutez, je pense que je voyage quand même beaucoup. Il y a quand même beaucoup de pays où les animaux ne sont absolument pas considérés. Y compris en Europe, Rodolphe, ou pas? Y compris en Europe de l'Est notamment. Je pense qu'en France, Loïc me dira certainement, et Madame Vignon également, qu'il y a encore beaucoup à faire. Oui, il y a encore beaucoup à faire. En France, on parle beaucoup de bien-être animal. De plus en plus, quand on pose la question à un Français, est-ce que vous aimez les animaux, il ne va pas dire non, il va dire oui, donc forcément. Mais par contre, il n'y a jamais eu autant d'animaux abandonnés. Donc ça, c'est paradoxal. Mais je pense que la France n'est pas les plus mauvais élèves, il y a pire. Voilà. Concernant le sujet des animaux, mais bon, il y a des pratiques qui doivent évoluer. Attention, il y a des pratiques qui doivent évoluer, qui peuvent évoluer. Je vais parler de sujets polémiques comme la corrida, comme certaines expérimentations animales ou autres, mais on pourrait y passer la soirée, ça pourrait être passionnant. Par contre, le sujet des cirques, on a beaucoup travaillé avec Loïc Dombreval, on a parlé récemment avec Madame Vignon. Les animaux ne sont pas retirés des cirques, non. Il y a une loi, oui. Dans 7 ans, oui. Mais on fera quoi de ces animaux dans 7 ans? Aujourd'hui, les cirques peuvent reproduire. On n'a aucun lien avec les cirques, on ne les connaît pas, on ne travaille pas avec, on fait des métiers totalement différents. Mais on va faire quoi de ces animaux? Les parcs zoologiques, on ne peut pas accueillir ces animaux. On ne veut pas accueillir ces animaux parce qu'on est élève des espèces pures, des espèces menacées, on est des lieux de conservation. Jean-Baptiste Lemoyne, quand il était à Bercy, le ministre m'avait demandé de lui chiffrer une installation pour accueillir tous ces animaux. Je lui ai chiffré à 700 millions d'euros. Quand même. Mais sans parler d'entretien. Sans parler d'entretien derrière. Donc on va faire quoi? Je ne sais pas. Et c'est un sujet, il y a une loi, oui, mais Madame la députée, vous avez beaucoup de travail, parce qu'il n'y a pas de solution. Alors il faut se méfier des annonces, d'écologie des dogmes, d'écologie des symboles, d'écologie des annonces. Je pense que pour faire d'écologie, il ne faut pas être trop écologiste. Il faut juste être pragmatique. Il faut une écologie basée sur la science, pour pouvoir avancer, surtout pas sur des dogmes, surtout pas sur d'idéologie. Mais ces animaux, oui, certains animaux, on a parlé il y a peu de temps, on a dû envoyer un vétérinaire pour inspecter avec un DDPP un hippopotame qui est dans un cirque. Cet hippopotame, est-ce qu'il y a quelque chose à faire dans ce cirque? La réponse est non, c'est ce que j'ai dit à Christophe Béchu, notre ministre de l'Environnement, Bérangère Couillard. La réponse est non. Est-ce que l'installation est conforme à la réglementation en cirque? La réponse est oui. Est-ce que cet animal est en bonne condition visible apparente? La réponse est oui également. Donc, est-ce que le gouvernement pouvait saisir cet hippopotame? La réponse était non. Est-ce qu'il y avait un placement convenable pour placer cet hippopotame s'il était saisi? La réponse est non également. Donc la question des cirques n'est pas terminée et va occuper beaucoup le gouvernement qui se retrouve avec cette patate chaude maintenant et l'Assemblée nationale et les autres. J'espère qu'on vous a convaincu qu'en allant visiter les parcs zoologiques et les bons parcs zoologiques, ceux de l'Association française des parcs, vous faites quelque chose de bien pour la préservation de la nature. Tous ces programmes ne peuvent pas fonctionner sans nos visiteurs. Donc on a besoin de ça et nos partenaires, Rodolphe l'a redit. Les défis sont nombreux. Il y en a encore beaucoup devant nous, mais il y a déjà des très belles histoires, des très beaux succès, notamment en réintroduction, réensauvagement à partir des parcs zoologiques, qui montrent que c'est possible. Ça reste fragile. Un exemple très court et très concret. On s'est tous mobilisés. Il y a Sébastien Laurent qui est le directeur de la Boissière du Doré et qui était à l'origine de ça avec nous. On a des partenaires au Tchad qui réintroduisent des oryx. C'est une espèce qui a disparu du milieu naturel il y a des années, qui est élevée dans nos parcs, et de nos parcs qui repart grâce à ces gens-là sur le terrain pour être réintroduite. Le Tchad, on connaît la situation, elle est compliquée là-bas politiquement, et ils ont eu un gros incident. J'en dirai pas plus. Et leur approvisionnement pour les animaux qui sont dans les pré-parcs pour être relâchés a été coupé.
Et du coup, c'était 20 ans de travail qui pouvaient disparaître du jour au lendemain, enfin en quelques jours, en affamant ces animaux. Et là, bien, ils sont retournés vers les parcs zoologiques. Sébastien et nous, on a réagi très très vite. On a envoyé directement de quoi tenir quelques semaines et on a contacté nos collègues des parcs zoologiques français. Et ils ont tous répondu présent et on a envoyé pour 40 000 € de nourriture en 2 semaines. Donc on voit que c'est possible, mais il faut se battre tous les jours, ce qui fait ce métier passionnant. Et les parcs zoologiques sont devenus juste indispensables pour le futur de la biodiversité. Rodolphe, ta conclusion en 30 secondes. En 40 si tu veux bien. Bon, alors, certaines espèces, j'en ai peu parlé, ont été sauvées grâce aux réintroductions, grâce au réensauvagement d'espèces nées captives, nées en parc ou dans des centres d'élevage, etc. Je pourrais vous citer des dizaines d'espèces pour lesquelles ça a marché. Ça ne marche pas toujours. C'est compliqué, c'est coûteux. Il faut mieux préserver les espèces avant qu'elles disparaissent. Mais lorsqu'il ne reste qu'à réintroduction, eh bien, il faut le faire, il faut le tenter. Et on le fait. Par exemple, il y a une espèce, le diable de Tasmanie, était en train de disparaître à cause d'un cancer contagieux de la face qui se dissimulait en se mordant. Les Australiens ont capturé des animaux sains, ils ont placé dans des centres d'élevage, dans des parcs zoologiques pour les élever, pour créer un programme d'élevage, le temps d'éradiquer de ce cancer. Certains ont été placés en Europe et tous les jeunes maintenant peuvent être réintroduits parce que ce cancer est éradiqué. Donc grâce à la captivité, entre guillemets, j'ai horreur de ce mot, je préfère parler de milieu contrôlé, et bien cette espèce a été sauvée comme beaucoup d'autres. Un dernier exemple rapide, notre ami Alain Bougrain-Dubourg, que certains d'entre vous connaissent sûrement, président de la EPO, Ligue Protection des Oiseaux, m'appelle il y a quelques mois, me dit Rodolphe, j'ai une urgence, il reste un petit oiseau, un monarque, il reste que 4 couples sur une île, et il n'en reste que sur cette île, 4 couples sur une île de Polynésie française. Il y a urgence, et la seule solution, c'est de prélever la prochaine ponte au mois d'octobre, parce que ces oiseaux, il me dit, c'est l'histoire d'un an. Dans 1 an, 2 ans, ils ont disparu. Avec 4 couples, on peut sauver une espèce d'oiseau. Il me dit, il faut construire une nurserie sur cette île, on a les gens sur place, on a besoin de 100 000 €. C'est quoi? C'est rien, 100 000 € pour sauver une espèce d'oiseau. Donc il me dit, tu peux me filer combien? Et je lui dis, tu as besoin de combien? Il me dit, écoute, 50 000. Bon, il a filé 70 000. Il me dit, je me débrouille pour trouver les œufs, le reste. Et il me dit, on va prendre ces œufs, on va les élever en nurserie, en captivité, on va les élever en nurserie, et lorsqu'on en aura suffisamment, on pourra les réintroduire. Parce que les œufs, ces oiseaux, ces idiots, ils pondent par terre, et les œufs sont mangés par des rats, et les bébés par des chats. Donc, parce qu'ils ne savent pas voler quand ils sont bébés. Voilà. Donc, comme quoi, la captivité, entre guillemets, ou milieu contrôlé, peuvent être utiles. Alors, attention, je ne vais pas vous dire que les parcs zoologiques vont sauver la planète. Non. Je n'aurais pas cette prétention, mais les parcs zoologiques sont et doivent être des maillons de la conservation et on doit travailler tous ensemble, bien sûr avec UICN, SKEICA et avec toutes les grandes ONG comme la EPO et beaucoup d'autres, et tout ça, et à travers le monde entier, parce qu'on a un réseau dans le monde entier, à travers notamment l'Association mondiale des eaux, et on est en lien en permanence pour des causes communes. Et très souvent, on nous appelle de l'autre bout du monde, on a besoin d'aide, on a besoin de conseils, on a besoin d'expertise, on a besoin... Et on est là, on n'est pas concurrents, on est tous amis, on travaille dans un même sens, avant tout, parce que nous sommes tous passionnés des animaux. Merci Rodolphe.